Sonia, Samantha, nous et Dominique. Nous allons vous lire une interview de Ziad Medouk dans Mediapart, toute récente. Il a déjà été interviewé il y a 8 mois. Il est toujours à Gaza. Sa famille est partie dans le sud de la bande de Gaza et lui est resté en disant que s'il partait, il serait à nouveau un réfugié et que de toute façon, il n'y aurait pas une autre Nakba et qu'il resterait sur place quoi qu'il advienne. Merci. Donc Ziad Medouk, qui est, je vous le rappelle, enseignant et écrivain, témoigne ici de sa vie dans les ruines et de la famine en cours. Donc je vais faire l'intervieweur et mes petits camarades vont répondre. Êtes-vous resté à Gaza City depuis le début de l'offensive militaire israélienne? Oui, même si j'ai dû changer à 5 reprises de maison et de quartier depuis que mon immeuble a été détruit le 2 décembre 2023. Aujourd'hui, je vis dans une maison surpeuplée, avec 40 autres personnes. Les bombardements des avions de chasse sont quotidiens. Et nous ne sommes en sécurité nulle part. Même si les opérations militaires se concentrent aujourd'hui au sud, il y a encore des incursions dans ma ville en ruine. Les Israéliens se concentrent sur un quartier, ils restent une semaine ou 15 jours et détruisent tout sur leur passage, même s'il ne reste plus grand-chose à détruire. Désormais, la bande de Gaza est coupée en 3, avec des barrages militaires entre chaque partie. Au nord, nous sommes environ 600 000 Palestiniens. Au sud, où les opérations militaires sont les plus intenses, il ne reste plus que quelques dizaines de milliers de personnes concentrées sur la côte. La majorité des Gazaouis sont concentrés dans la région centrale, autour de Deir el-Balah, dans des conditions de vie inimaginables. Toutes les photos et les vidéos témoignant de notre souffrance pendant ce mois de carnage ne peuvent suffire à montrer l'étendue du désastre vécu par toute une population civile, horrifiée et abandonnée. Parvenez-vous à trouver de quoi vous nourrir? En ce moment, c'est une véritable famine qui touche le nord de Gaza. Chaque mois, nous parviennent des informations de quelqu'un qui est mort de faim. L'aide internationale ne nous parvient pas. Et nous ne trouvons quasiment aucun produit alimentaire sur le marché ou alors à des prix faramineux. 40 € pour 1 kilo de riz, 30 € pour 1 kilo de sucre. Ici, trouver de la nourriture constitue un véritable miracle. Entre octobre et décembre, on pouvait encore trouver quelques aliments, puis tous les stocks se sont épuisés. Les magasins ont été fermés ou détruits. Les 3 mois suivants ont été les plus difficiles. En janvier, février, mars, il n'y avait plus rien. J'ai survécu car à Gaza, personne ne peut plus vivre. Nous ne faisons que survivre. En mangeant des herbes et en me nourrissant très peu, parfois seulement une fois tous les 3 jours. La farine, qui est le produit essentiel, a atteint des prix astronomiques, jusqu'à 120 € le kilo. À partir de la mi-avril, il y a eu une petite amélioration lorsque, sous la pression internationale, un peu plus de camions ont pu entrer à la fois de l'aide humanitaire, mais aussi des commerçants de Gaza qui ont été autorisés à faire venir des produits depuis l'Égypte. Mais depuis l'offensive sur le sud et la fermeture du terminal de Rafah, au début du mois de mai, c'est de nouveau la pénurie et la famine revient. La seule différence est que les stocks de farine ont été en partie reconstitués et que son prix tourne désormais autour de 15 € le kilo. Ce qui permet à quelques boulangers de fonctionner dans Gaza City et ceux qui, comme moi, sont restés de trouver un peu de pain à manger. Mais le corps ne peut se contenter de pain. Il a aussi besoin de fruits, de légumes. Nous sommes tous affaiblis et les premiers à mourir de ce manque de nourriture sont les enfants et les personnes âgées.
À cela s'ajoute le fait que le gaz étant interdit d'entrer à Gaza, la seule manière de faire cuire des aliments est de trouver du bois, qui est lui aussi devenu de plus en plus rare, parce que c'est la seule source d'énergie et qui nous reste accessible depuis maintenant 8 mois. Qu'en est-il de l'accès à l'eau? C'est inimaginable. Chaque foyer n'a le droit qu'à 16 litres d'eau potable tous les 3 jours. Il faut se déplacer sur des kilomètres à pied ou en charrette et faire la queue pendant des heures pour obtenir le précieux liquide. L'occupation a détruit 732 puits d'eau partout dans la bande de Gaza en 9 mois. La situation est d'autant plus tragique que la chaleur s'est installée avec l'été. Un jerrycan d'eau de 16 litres se vend autour de 3 ou 4 euros. Parvenez-vous encore à écrire? Je n'ai ni le temps ni le moral pour ça. Notre vie est paralysée par le temps passé à tenter de survivre, à essayer de trouver de l'eau ou de quoi manger, à glaner un peu de bois ou à tâcher de recharger nos téléphones portables grâce aux quelques panneaux solaires encore en état de fonctionner. Et comme je vous le disais, j'ai dû me déplacer 5 fois de quartier depuis la destruction de ma maison. Je suis accueillie par des proches et des cousins, mais il reste beaucoup d'habitations à Gaza City et nous sommes des dizaines dans chaque appartement. Là où je suis accueillie, je suis au milieu de 40 personnes et il faut s'adapter à ces situations où il est très difficile d'avoir accès à l'électricité et à Internet. On n'a pas de moment où l'on peut être tranquille. J'essaie de continuer à témoigner, mais les préoccupations quotidiennes prennent toute la place. Et même si j'écrivais des pages et des pages, je ne pourrais décrire ce qui se déroule à Gaza et le vécu de plus de 2 millions d'habitants qui sont en train de se demander pourquoi tout cela? Pourquoi nous imposer une situation aussi dramatique? Trouvez-vous encore l'énergie de témoigner face au sentiment d'abandon que vous décrivez? Cela reste important et cela calme ma colère, mais c'est vrai que le sentiment d'impuissance et d'abandon est difficile à supporter. Notre sort dépend entièrement de la communauté internationale. Les verrous se trouvent chez les Israéliens, mais les clés se trouvent en Europe, aux États-Unis ou dans les pays arabes, et personne ne fait véritablement pression sur Israël. La Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale et même le Conseil de sécurité de l'ONU se prononcent pour un cessez-le-feu et disent que Gaza est en train de vivre un crime contre l'humanité. Mais ça ne change rien. Les Américains affirment être en désaccord avec les opérations militaires menées à Rafah, mais ils continuent de livrer des armes. La communauté internationale dans son ensemble est complice, même si je mets à part les manifestants de Londres, New York ou Paris, qui s'opposent au malheur des Palestiniens. Mais nous avons besoin de concret. Nous avons besoin que toute cette souffrance s'arrête enfin. Nous ne pouvons plus nous contenter de décisions en nos faveurs si elles ne sont pas appliquées. Vous étiez enseignant dans plusieurs universités de Gaza. Leur destruction signifie-t-elle pour vous une volonté de raser l'avenir de la jeunesse palestinienne? Bien sûr, toutes les universités ont été détruites et spécifiquement ciblées. Il est impossible de faire des cours en ligne puisque l'accès à Internet est très aléatoire. À travers les universités, c'est la jeunesse qui se trouve en première ligne de cette volonté de détruire que nous endurons depuis des mois. Mais ce ne sont pas seulement les universités qui ont été visées par l'occupation. C'est l'ensemble du système éducatif, du système de santé, des routes, toutes les infrastructures civiles ont été détruites. Et on voit bien que l'objectif de l'armée israélienne, quand elle fait une incursion, n'est pas de détruire le Hamas ou de récupérer les otages, mais de rendre Gaza inhabitable afin que les Palestiniens s'en aillent. Cependant, très peu de gens sont partis, que ce soit par le terminal de Rafah, quand il était encore ouvert, ou par la mer, bien qu'on risque notre vie à chaque seconde. Des centaines de milliers de Gazaouis qui étaient partis au sud sont retournés vers le nord. Malgré le carnage impensable qui se déroule ici, l'armée de l'occupation ne parvient pas à nous faire partir, parce que la résistance populaire palestinienne consiste précisément à refuser de s'en aller de nos terres. Peut-on savoir et dire si l'ampleur des pertes humaines et l'état des destructions de la bande de Gaza renforcent ou affaiblissent
le soutien de la population gazaoui au Hamas. La population de Gaza n'a que faire des partis politiques et des organisations militaires. C'est une population effrayée, horrifiée, qui ne demande que la sécurité, la fin de l'agression, l'entrée massive d'aide humanitaire. Aujourd'hui, Gaza est un territoire sans gouvernement. Personne ne contrôle plus rien. Il n'y a plus aucune administration. On le voit particulièrement avec l'absence totale de contrôle des prix. La seule alternative qui existe à Gaza n'est pas entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Elle est entre mourir vite ou souffrir longtemps. La question de l'ampleur du soutien au Hamas n'a pas de sens pour une population qui n'a pas l'espace pour réfléchir à la politique, puisque la seule question qui se pose est celle de la survie immédiate. Il n'existe pas une famille ici qui ne soit pas en deuil, qui ne compte pas parmi elles des blessés, des personnes arrêtées ou disparues. Quand vous êtes, comme c'est mon cas, accueillis par des proches qui ont encore un toit, on ne parle pas politique le soir. On se concentre sur la vie quotidienne, le fait de trouver de la nourriture pour les enfants, la nécessité de devoir prochainement trouver un autre abri, même s'il n'y a pas d'abri sûr à Gaza. L'état de santé de tous les Gazaouis s'est dégradé au plus haut point. Il n'y a plus de laboratoires, plus d'hôpitaux, plus de médecins, plus de médicaments. La situation est tellement effrayante que personne ne se soucie du sort de telle ou telle fraction politique.